Bonjour à tous, je vous demande d'accueillir Lucas Dont. Bonjour. Je vais dire deux mots avant qu'ils ne prennent la parole. On sélectionne l'essentiel de la programmation de ce festival Rancard au Méliès de Montreuil pendant le festival de Cannes, et on a évidemment une espèce de petite liste en se disant voilà, il y a quelques films qu'on veut absolument et le festival sera raté si on l'a pas. Voilà. Donc parmi les films dont on savait qu'on les voulait à tout prix, même si le réalisateur ne pouvait pas venir, il y avait Leto hier soir, que vous avez vu et beaucoup aimé si j'ai bien compris. Et puis parmi les films pour lesquels on voulait à tout prix que le cinéaste soit présent, il y avait Girl. Bon, il se trouve qu'on n'était pas on n'était pas les seuls à vouloir à tout prix ce film. Il a reçu 3 prix pendant le festival de Cannes, et là, Monica Donati, l'attachée de presse, vient de nous dire qu'elle n'a jamais vu un film qui faisait une telle carrière en festival, puisque ce soir il va à Saint-Sébastien, avant il était à Toronto, avant il était à Cannes, etc. Donc voilà, tout le monde reconnaît pleinement la valeur de ce film, et ça nous était très très précieux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Donc merci beaucoup Lucas. Merci, c'est une bonne introduction. Voilà, je suis heureux que vous êtes tous là, et vous allez découvrir mon premier long métrage qui s'appelle Girl. L'idée pour ce film a commencé en 2009, quand j'avais lu un article dans un journal belge d'une jeune fille de 15 ans qui voulait devenir danseuse étoile. Et à ce moment-là, elle est devenue une héroïne personnelle de moi. Et j'espère qu'après aujourd'hui, elle va être votre aussi. Je reste là après le film si vous voulez me demander des questions ou dire quelque chose. Et je vous souhaite une bonne projection. Merci Lucas. Avant que vous ne puissiez poser quelques questions, je vais dire 2 mots sur l'émotion que c'est de revoir ce film. Parce qu'on l'a vu à Cannes. Moi, je tiens ce film pour un prodige, en fait. Et donc, cet homme-là, pour un prodige, en fait. À le revoir, ça me paraît une évidence totale. Je pense même que c'est le meilleur jeune cinéaste de l'année. C'est la révélation. Je dis ça parce que, en fait, quand on voit le film la première fois, on est quand même extraordinairement séduit, frappé, ému par la prestation de l'acteur, qui est quand même dingue. Tout est extraordinaire, en fait, évidemment, entre le rapport à son propre corps, cette espèce de double identité visuelle pour le spectateur, mais aussi l'extraordinaire qualité de son jeu dans des registres d'émotions très, très, très variés. Donc c'est déjà en soi le premier choc du film. Mais en fait, on ne voit pas forcément toujours l'extraordinaire rigueur et sensibilité qu'il y a dans tout ce qui gravite autour du personnage principal. Évidemment, sur la question du rapport fille-père, dont toutes les scènes sont géniales, vraiment géniales. D'une précision d'écriture, d'une qualité de jeu, mais aussi vraiment dans tout ce qui gravite très loin sur des personnages absolument secondaires, enfin... La prof de danse, cette espèce de rigidité comme ça, un peu à la Whiplash, ou à la Black Swan, mais aussi vraiment la famille, toutes les scènes de famille, même des trucs que personne ne réussit dans un premier film, c'est-à-dire des scènes de groupe comme ça, il y a toujours un truc qui déconne, un truc en trop, on surjoue, Le simple fait de filmer, par exemple, des gens en train de regarder le spectacle de danse, ce plan-là est raté dans 95% des films et 125% des premiers films. Non mais c'est impossible de réussir ce plan. Il suffit de faire un truc que fait Lucas, qui est de dire aux gens de jouer surtout pas. Il faut absolument qu'on la voie elle d'abord, et sa frustration, et donc du coup les autres ne jouaient pas. Ce plan est sublime, enfin il est bouleversant, quoi. Donc le film pour moi, c'est une espèce de parangon, de modèle absolu de rigueur, d'intelligence, de qualité, de sensibilité dans le rapport aux acteurs, et du coup de sensibilité dans le rapport aux spectateurs, dont je ne vois pas l'équivalent cette année à l'échelle européenne. Merci. Oh.
très fort. C'est le film qui est vachement fort. Bon, alors, du coup, on va commencer quand même par poser 2-3 questions, puis après, on passe la parole. Hein, mais... Non, d'abord parce que tu évoquais en début de séance le fait que c'était parti de la découverte d'un cas par le biais d'un journal. Et en fait, on apprend en lisant 2-3 interviews que tu as demandé à rencontrer la personne dont il était question et que même ton tout premier désir, c'était éventuellement de lui consacrer un documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter cette envie-là, la réponse qu'a fait la personne et comment tu as transformé ce projet-là? Oui, donc j'ai rencontré Nora, moi à 18 ans, donc en 2009, elle avait 15 ans à ce moment. Et l'histoire dans le journal, c'était vraiment l'histoire d'une école contre une famille. Parce que l'école ne voulait pas que Nora changeait de classe des garçons aux classes des filles. Et moi, je trouvais cette personnage, cette fille, très très courageuse. Je voulais vraiment faire quelque chose sur elle. Parce que pour moi, c'était vraiment un exemple de quelqu'un qui choisit soi-même avant les réactions autour d'elle. Je l'ai contactée et je lui ai demandé de faire un documentaire, mais elle ne voulait pas faire ça parce qu'elle ne voulait pas être filmée à ce moment dans sa vie où elle-même est en adolescence et en transformation. Et donc pour elle, c'était trop difficile d'être filmée à ce moment. Mais nous sommes restés en contact et des ans plus tard, nous avons décidé de commencer l'écriture d'un scénario fiction. Et elle était toujours à côté de nous. Elle voulait être plutôt dans les ombres. Tu dis ça comme ça, dans les ombres? Dans l'ombre. Dans l'ombre. C'est joli au pluriel. Oui. Dans l'ombre. Mais elle a beaucoup informé le scénario. Et ce qui était très clair pour nous dès le début, et aussi en parlant avec elle, c'est que nous voulions vraiment pas avoir des vilains autour d'elle. Nous voulions commencer à le point où elle est acceptée dans une école, un père qui soutient son enfant, et vraiment focaliser sur le conflit du personnage avec le corps. Parce qu'une des choses que Nora nous disions, qui était vraiment le début pour cette histoire corporelle, c'est qu'elle disait qu'à 15 ans, et les 3 ans après, elle ne voulait pas aller dans une relation avec un autre corps parce qu'elle n'était pas soi-même déjà dans ce corps. Et là, pour moi, c'était le début d'un scénario qui focalise vraiment sur ce corps qui est vu par elle et par la société comme un corps masculin. Alors, par elle et par la société, mais en fait, ce sur quoi le film insiste par petites touches, parce que tout est subtil, c'est que les autres passent leur temps à lui dire qu'elle est une fille. Dès le début du film, et son père par la suite. Oui. Du coup, ce qui est troublant, c'est que c'est son sentiment à elle de ne pas être conforme à l'image qu'elle se fait d'une femme ou d'une fille, qui finalement devient une espèce de plafond contre lequel elle bute sans cesse. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important que le personnage autour d'elle confirme qu'il voit une fille. Mais elle a incarné un regard sur son corps, parce que dès qu'elle était née, personne autour d'elle a dit ça c'est un corps masculin. Donc quand même elle a incarné un regard d'une société qui dévise entre corps masculin ou féminin. Et pour moi ça c'était très intéressant de parler de ça par le personnage de Lara qui peut pas voir son corps comme féminin. Parenthèse, c'est quand même un sacré risque, presque politique quand même, hein, parce que ça veut dire que dans un film confortable sur le même sujet, on verrait effectivement une hostilité de la société, et du coup le spectateur se dirait la société est dégueulasse, il faut accepter les gens pour ce qu'ils sont, tout ça. Et on serait dans une espèce d'identification à quelqu'un qui serait vraiment clairement victime. Alors que là, ce qui est absolument génial et bouleversant, c'est que on ne peut pas imaginer que le père soit mieux, plus à l'écoute, plus en empathie, y compris quand elle lui ment sur son état de santé, il devine tout, les mensonges et tout ça. Et évidemment, ça rend la chose d'autant plus violente, qui est qu'on n'a pas accès à sa souffrance. Le père n'a pas accès, mais nous, spectateurs non plus. On n'a pas de prise sur sa façon de buter sur ce problème d'identité qui paraît presque insoluble. Et donc ça, c'est quand même un risque, parce qu'on pourrait se dire, bon alors du coup, ça veut dire qu'il pense, le cinéaste,
que voilà, il faut en fait ne pas suivre son penchant parce que c'est invivable. Comment est-ce que tu négocies ce côté-là, c'est-à-dire de faire en sorte que la société soit plutôt du bon côté pour ceux qui gravitent autour d'elle, hein, la famille, on fait le repas de famille avec tout le monde, tout ça, alors qu'en fait la difficulté est vraiment interne au personnage. Oui, dans le début, c'était vraiment pas facile, parce que quand tu as un personnage comme Lara, et elle va combattre le monde autour d'elle, c'est immédiatement une héroïne. Et les spectateurs aiment bien une héroïne. Voilà, c'est difficile d'aller dire, ok, non, nous allons entourer les personnages avec que de bienveillance, ou juste les personnages qui sont bienveillantes, les autres on oublie, et vraiment donner la place, le focalise sur le personnage trans soi-même et ses conflits, et vraiment donner un aspect très humain, parce qu'elle va faire ses propres erreurs, elle va être le personnage le plus complexe. Et ça nous excitait, mais aussi faisait un peu peur, parce que nous ne savions pas si dans vraiment les premiers écrits du scénario, nous ne savions pas si ça plaisait aux spectateurs. Mais pour nous, c'était le but de vraiment partir au moment où tout le monde accepte ce personnage, et nous allons vraiment voir ce personnage aller en combat avec soi-même et avec ce corps qui ne ressemble pas à son intérieur. Alors, tout le monde accepte, mais avant la scène terrible de la fin, il y a quand même 2 séquences vraiment violentes, et elles sont d'autant plus belles que d'une certaine façon, tu rends cette violence presque normale, banale, parce que les personnages la défendent comme banale. C'est évidemment la scène du prof qui demande de fermer les yeux pour le vote à main levée sur l'acceptation de la vestiaire, qui est quand même une scène absolument formidable, mais que tu choisis de filmer de façon très particulière, parce que tu ne filmes pas les mains levées, il n'y en a pas, mais tu ne décentres pas, tu restes vraiment focalisé sur elle. Et puis il y a cette autre séquence, évidemment, qui est la séquence de l'anniversaire, où l'ensemble des filles, là, de façon presque, pour le coup, irréaliste, tellement il y a un groupe, une communauté, voilà, fait en sorte de la voir nue pour qu'elle soit d'égal à égal d'une certaine façon, et pour légitimer sa présence dans les vestiaires en écho à la première séquence. Comment tu les as écrites, pensées ces scènes-là? Est-ce que, pour le coup, elles viennent d'un témoignage de Nora? Enfin, d'où elles viennent, ces 2 séquences, qui sont des séquences de violence et d'hostilité par rapport à cette bienveillance générale dont on vient de parler? Oui. Il vient de Nora, il vient vraiment de témoignages, c'est comme ça, de Nora. Mais il y a beaucoup de choses qui venaient de Nora. Les autres, dans l'histoire de Nora, il était vraiment des vilains, si tu veux, des personnes qui devaient combattre parce que l'école ne voulait pas. Et nous avons choisi de juste garder ces choses qui sont dures, mais aussi subtiles, qui ne sont pas vraiment nécessairement très radicalement contre. C'est un professeur qui essaye de faire quelque chose, ou c'est les filles les filles n'ont jamais vu le sexe d'un garçon, ils veulent le voir. Donc, c'est violent, et en même temps c'est aussi dans les subtilités. C'est pas, tu vois, c'est pas des grands vilains. Et pour nous, ça c'était plus intéressant d'avoir des moments qui sont comme ça, et pas très grandes, où il y a vraiment des personnes qui n'acceptent pas ou qui sont radicalement contre cette forme d'identité. Non, c'est plus des personnages qui sont là, et les filles sont aussi des adolescentes, aussi en découverte avec leur corps, avec le corps de quelqu'un d'autre. Et voilà, ils vont dans cette scène. Dernière question, on va passer la parole à la salle. Du coup, l'univers de la danse, il vient aussi du récit initial de Nora, ou c'est quelque chose que toi, tu as importé pour traiter aussi de cette question de la féminité et du corps? Non, ça vient aussi de Nora, parce que l'histoire, c'était vraiment quelqu'un qui voulait devenir danseuse étoile et qui voulait changer de classe dans une école, de classe de garçons ou classe de filles. Dans une école de danse? Dans une école de danse classique, dans la même école de danse classique où c'est filmé. Oh. Oui. Et donc ça, c'était très intéressant pour moi, parce que l'idée de la ballerine, le symbole, le métaphore de la ballerine,
était une manière d'externaliser pour moi le conflit interne du personnage. Parce que elle essaye d'obtenir cette idée classique de la féminité le plus haute, le plus élégante. Et donc on va voir elle qui essaie de manipuler le corps jusqu'à ce point-là. Et donc pour moi, c'était un très beau métaphore pour son monde intérieur. Qui veut poser la première question? Oui. Avant tout, merci et bravo. C'est super de pouvoir échanger avec vous à la fin d'un tel film qui est aussi bouleversant. Moi, je voulais juste vous demander si c'est en fait possible de développer un petit peu le travail que vous avez fait avec l'acteur, comment vous avez fait pour le diriger, pour l'emmener aussi loin en fait dans un jeu. Parce que je trouve que dans chaque scène, il transmet tellement. Et moi, personnellement, j'étais tellement inquiète, même les scènes dans le métro, les scènes où il danse, on flippe en fait, on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et du coup, si vous pouviez développer sur cette thématique de la direction d'acteur, comment vous vous étiez préparé et comment vous l'aviez préparé du coup, et ses relations aussi avec Nora, non, la personne. Oui, Nora. Ouais, voilà, oui. Merci. Ok. Donc Victor avait 14 ans le premier moment que je l'ai rencontré. C'était après avoir casté pendant 1 an et demi et pas avoir trouvé quelqu'un pour le rôle principal. Donc le moment que je l'ai vu pour la première fois, c'était dans une groupe de danseurs qui sont venus pour faire un casting avec notre chorégraphe Sybilla Richard-Kaoui pour les autres rôles de jeunes danseurs. Et donc quand moi je le voyais, immédiatement je voyais quelqu'un qui pouvait jouer Lara. Quand il commençait à danser, je voyais son élégance, son discipline, il avait ce côté très angélique. Je l'ai demandé, je l'ai pris à part, j'ai demandé s'il était intéressé pour faire un casting pour le rôle principal. Et quand je lui expliquais le rôle, il n'était pas du tout perturbé par cette idée. Il a vraiment accepté l'idée de représenter ça. Et parce qu'il s'entraîne déjà depuis très très jeune pour devenir danseur classique, il sait très bien ce que ça veut dire un rôle ou une performance. Et ça, donc, comme réalisateur, ça c'était un cadeau parce que il sait ça très bien et en même temps, il est très très discipliné. Il s'entraîne depuis très jeune et donc il est très dans le travail. Il veut que ce qu'il fait est le plus bien que possible. Voilà, donc d'abord, ça c'est un cadeau qu'il nous a donné. Et le travail, c'est 2 différentes choses. Pour les scènes de la danse, c'était le travail physique. Pendant 3 mois, il a appris de danser sur pointe, parce que c'était quelque chose qu'il n'avait pas fait avant. Il s'entraîne pour devenir danseur. Et c'est seulement les filles qui dansent sur pointe. Donc il a fait ça 3 mois, 10 heures par semaine. Et il avait une fatigue physique au moment que nous avons commencé le tournage. Il était bien entouré, mais bien sûr, il était très fatigué. Et donc, dans les scènes de danse, je pense que tu sens ça vraiment, que ce travail sur le pointe était vraiment très... il était très obsessif, mais aussi il était très fatigué. Et ces 2 choses, je pense, marchent très très bien dans les scènes de danse. Et pour les autres scènes, il avait du coaching pour son voix, comme jeune personne trans aussi pendant 3 mois. Il a fait le coaching pour utiliser son voix d'une manière féminine. Et c'est une rôle de composition. Il a complètement... ses cheveux étaient longs, il était habillé en fille. Donc il a vraiment transformé aussi sur le plateau. Sur le plateau, pour nous, c'était Victoire. C'était vraiment une fille qui était là. Et avec quelqu'un de 15 ans, je pense qu'un des plus grandes choses quand tu le diriges, c'est la liberté. Parce qu'il se sent libre à vraiment faire ce qu'il veut faire. Et donc, le plus grand travail que nous avons fait, c'était avant le tournage, c'était la préparation avec le comédien qui joue le père. Et c'était vraiment créer une intimité avec eux, une confiance. Et donc nous avons
fait des différentes choses. Nous sommes allés au restaurant, voir un film, faire du bowling pendant même 3 mois. Et quand nous avons commencé le tournage, il y était une intimité entre nous et une confiance qui a permis que sur le plateau, je pouvais demander beaucoup de choses. Et Arié, le père, c'est un comédien qui est très bien et qui pouvait aussi lui accompagner dans les scènes plus difficiles. Parce que le père, ce qui est très bien, ce qui est très fort, c'est qu'il n'a pas seulement joué le rôle du père, il a aussi accompagné un jeune qui n'a jamais joué avant dans les scènes émotionnelles. C'est aussi Arié qui a vraiment dirigé d'une manière Victor. Et voilà, je pense que Victor sentait qu'il pouvait vraiment être, qu'il était vraiment libre. Je ne l'ai pas trop mis, là tu dois dire ça là, tu dois dire ça là. Il avait vraiment une liberté de faire des différentes choses. Et ça, c'était un peu le travail. Alors, ce qui est bien, c'est que grâce à la caméra de Canal+, on se croit un peu encore dans le film, parce que dans le film, une des caractéristiques visuelles, c'est qu'il y a très souvent des lumières qui viennent de l'arrière-plan, comme ça, avec le flash. Et dans le dossier de presse, tu évoques le fait que parmi les figures qui t'intéressaient et qui ont permis de travailler sur la texture du film, sur sa couleur, il y a la question du mythe d'Icare. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ? Oui, dans l'écriture du scénario, le mythe d'Icare était important parce que pour nous, c'est une manière de structurer la scène de danse. Pour nous, Lara, c'était un peu comme le personnage d'Icare qui veut voler jusqu'au soleil, veut aller plus loin, plus loin, plus loin, et se brûle à un moment, avec le père constamment là. Donc pour nous, ça c'était un peu le parcours dans le monde de danse. Et c'est aussi pour ça que nous voulions que le soleil était le primeur, comment dire ça, était vraiment la lumière beaucoup de fois dans le film, comme rappel à cette mythe de Icare. La première source de lumière. La première source de lumière dans le film. Et voilà, nous avons utilisé beaucoup de soleil et pas beaucoup de lumière extra de nous. Donc notre plateau était vraiment un peu comme un très libre. Les personnages pouvaient vraiment bouger d'une chambre à une autre chambre, et donc il était une liberté. Par exemple, une scène, la scène dans la cuisine du fin, le plus émotionnel entre le père et Lara. Dans le scénario, c'était une scène qui était écrite très explosive. Lara court à sa chambre, frappe la porte, mais tout l'appartement était toujours prêt pour tourner partout. Donc nous pouvions décider à le moment de vraiment rester dans la cuisine, ou aller dans le living, ou aller dans la salle de bain. Et cette idée a permis vraiment à moi et les comédiens de toujours être très très dans le moment. Et je pense que tu sens ça aussi, parce que la scène qui est finalement dans le film, c'est une prise de cette scène où il reste dans la cuisine, où Lara ne va pas courir vers sa chambre. Pour moi, ce film est un véritable prodige. Et enfin, le thème était très difficile à gérer. Et là, je trouve qu'il y a une adhésion de tous les membres de la société qui entourent Lara pour justement la réalisation complète de son corps de femme. Et elle, on dirait qu'elle a des réticences. Jusqu'au bout du film, elle lutte dans une certaine mesure. Ce qui m'a touchée également, c'est l'amour du père et du petit frère vis-à-vis de Laura. Et puis, j'avais pas tellement fait attention à la musique au cours du film. Et à la fin, pour moi, la musique du film, c'est une révélation. J'ai l'impression d'entrer dans le nirvana. Et je suis quelqu'un plutôt de pessimiste sur la société, etc. Mais je peux vous dire que ce film, et vous-même, bien sûr, vous m'avez donné une certaine dose d'optimisme. Merci.
une autre réaction aux questions. Ouais, tout au fond. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment très touchant et c'était vraiment une très très belle expérience. Moi j'ai remarqué quand même que dans ce film, finalement, il y a quand même une certaine forme d'absence, il n'y a pas de maman. Donc je voulais savoir si c'était un choix dès le départ, et si vous pouviez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à ce choix. Oui. C'était un choix dès le début, oui. Parce que pour moi, quand j'ai grandi et je regardais des films sur des personnages LGBT, beaucoup de fois le père dans ces films est le conflit. Le père représente une masculinité qui ne peut pas accepter ça. Et ça, je voulais offrir un autre exemple. Je voulais vraiment focaliser sur une relation père-enfant où le père accepte et soutient son enfant. Donc voilà, d'abord la focalisation pour moi sur cette relation et les différentes dynamiques dans sa relation. Et parce que je n'ai pas la mère dans la famille, je peux vraiment donner la place de la femme à Lara, dans la dramaturgie du famille, dans le triangle. Donc Lara est un peu la sœur de Milo, mais elle est aussi la mère de Milo. Elle est la fille de Mathias et aussi la copine. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'elle avait trouvé cette forme féminine dans la famille, même si dans le monde, elle est en train de le chercher. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Question sur l'avant-dernière scène d'une violence quand même inouïe. Paire de ciseaux, moi, m'a fait trembler. Pourquoi cette option-là? Est-ce que vous aviez d'autres idées? Certes, on a déjà vu beaucoup de films où on voit des transsexuels se faire opérer, et donc on les voit avant, après, c'était peut-être pour ne pas retomber dans un cliché, j'en sais rien. Mais pourquoi cette violence alors qu'on n'a pas eu cette violence-là depuis le début du film? Qu'est-ce qui vous a... Tu trouves que la violence n'est pas là depuis le début? Non. Non, il y a des petites touches de violence, mais la société, elle est comme ça. Par contre, cette scène-là, on ne la voit pas tous les jours, très clairement. Enfin, une automutilation aussi terrible. Je ne sais pas, quelques mois après, il aurait été opéré. Non. Non. Non, c'est parce elle doit attendre 2 ans avant l'opération. Elle doit attendre à 18 ans pour être opérée. Et je pense que la violence est quand même là depuis le début du film, pas nécessairement si grande. Mais vous avez je ne sais pas ce mot en français, mais le tape qu'elle fait pour vraiment simuler le sexe d'une fille dans la classe de la danse. Et pour moi, je voulais vraiment parler de ce moment d'adolescence. Elle est une adolescente avant tous. À 16 ans, qui se sont enfermés dans une forme qui ne ressemble pas avec son monde intérieur. Et elle ne peut pas attendre ce temps, elle ne peut pas. Elle est dans la souffrance et c'est écrit un peu comme une métaphore dans le début. Et voilà, pour moi, dans toutes les lignes de film, dans la ligne de l'adolescence, dans la ligne de l'aspect trans, dans la ligne de l'artiste qui cherche cette forme parfaite, c'est un point où nous voulions arriver. Donc, voilà, pour ça. Eh bien, les explications étaient aussi claires que le film est beau et rigoureux. Merci beaucoup, Lucas Donski, et merci à Diafana pour la distribution. Et à Monica de merci pour la presse. Monica, merci Alicia, merci Stéphane.